De Blaine Millam qui a tué une fillette de 13 mois dans le but de se débarrasser d'une possession maléfique, à Aubrey Trail qui a découpé et éliminé le corps de Sidney Loof après l'avoir étranglé avec un cordon d'alimentation, voici les meurtriers qui seront exécutés en 2025. Blaine Millam, Texas. Dans le vaste paysage du couloir de la mort texane, où le Texas a procédé à 590 exécutions depuis 1976, peu de cas ont suscité autant de répulsion et de débats que celui de Blaine Millam. Son histoire commence en 2008, dans la paisible communauté du comté de Rusk, au Texas, où un acte de violence inimaginable contre une enfant innocente allait changer à jamais plusieurs vies et aboutir à une date d'exécution prévue pour le 25 septembre 2025. La victime était Amora Ben Carson, une fillette de 13 mois qui aurait dû faire ses premiers pas, prononcer ses premiers mots et découvrir avec émerveillement le monde qui l'entourait. Au lieu de cela, elle avait été victime d'un crime si odieux qu'il allait hanter les enquêteurs, les procureurs et la communauté pendant des années. Millam gardait l'enfant lorsque l'impensable s'est produit. Les preuves présentées au procès ont révélé qu'il avait battu l'enfant à mort, lui infligeant 24 blessures par objet contondant, des fractures, des brûlures et des marques de morsure. Le rapport du médecin légiste a brossé le tableau d'abus prolongé et systématique qu'aucun enfant, et encore moins un nourrisson, ne devrait jamais subir. Les blessures étaient si nombreuses et si graves qu'elles témoignaient d'un niveau de violence qui défiait l'entendement. Ce qui rendait cette affaire encore plus troublante, c'était l'explication bizarre donnée par Millam pour justifier ses actes. Il affirmait que l'enfant était possédé par des démons, une défense qui non seulement ne parvenait pas à atténuer la gravité de ses actes, mais semblait souligner la profondeur de son délire ou de sa manipulation. Cette affirmation de possession démoniaque est devenue un élément central de l'affaire, mettant en évidence le déni apparent de la réalité par l'accusé ou sa tentative d'échapper à la responsabilité de ses actes. L'affaire a suscité un vif intérêt médiatique en raison de sa brutalité, les médias de tout le pays couvrant le procès et le prononcé de la sentence. La communauté s'est retrouvée confrontée à la question de savoir comment une personne à qui l'on avait confié la garde d'un enfant avait pu commettre un tel acte de violence. Le procès a révélé la nature méthodique des abus, les témoignages d'experts décrivant des blessures qui ne pouvaient résulter que d'une violence prolongée et intentionnelle. En juin 2010, Millam a été condamné à mort, marquant le début d'un parcours de 15 ans à travers les procédures d'appel. Pendant cette période, sa co-accusée, Jessica Carson, la mère de l'enfant, a été condamnée à la prison à vie pour son rôle dans le crime, soulignant la complexité de l'affaire et les multiples niveaux de protection défaillants pour la jeune Amora. La coalition texane pour l'abolition de la peine de mort a noté que les recours de Millam semblent avoir été épuisés, aucune contestation juridique significative n'ayant été signalée, ce qui rend sa date d'exécution en septembre 2025 de plus en plus probable. L'affaire a suscité un débat public sur l'équité de la peine capitale, en particulier compte tenu de l'implication de plusieurs accusés et de la dynamique complexe qui a conduit à la mort d'Amora. David Leonard Wood, Texas. Le cas de David Leonard Wood représente l'une des plus longues sagas liées à la peine de mort dans l'histoire du Texas, avec près de 4 décennies de procédures judiciaires, de controverses liées à l'enquête et de questions sur la nature des preuves et de la justice. Condamné à mort en décembre 1988, Wood a passé environ 37 ans dans le couloir de la mort, ce qui fait de lui l'un des condamnés à mort ayant passé le plus de temps dans le couloir de la mort aux États-Unis. Wood a été condamné pour les meurtres en série de 6 femmes et jeunes filles, âgées de 14 à 26 ans, commis à El Paso entre 1987 et 1988. Les crimes qui ont terrorisé la communauté d'El Paso étaient particulièrement brutaux. Les victimes ont été agressées sexuellement, étranglées et enterrées dans des tombes peu profondes dans le désert. La découverte de ces tombes a provoqué une onde de choc dans la communauté et a donné lieu à l'une des enquêtes criminelles les plus importantes de l'histoire d'El Paso. Ce qui rend l'affaire Wood particulièrement complexe et controversée, c'est la nature des preuves qui ont conduit à sa condamnation. Wood a été lié au crime par des preuves circonstancielles, notamment des témoignages, plutôt que par des preuves matérielles directes, telles que l'ADN ou les empreintes digitales. Ce recours à des preuves circonstancielles est devenu un point central de la controverse dans la bataille juridique qui a suivi et qui a duré plusieurs décennies. L'un des litiges les plus importants dans l'affaire Wood concerne les tests ADN. Il s'est vu refuser des tests ADN sur plus de 100 éléments de preuve, ce qui est devenu un point de ralliement pour ceux qui remettent en question sa culpabilité. À une époque où les tests ADN ont innocenté des centaines de personnes condamnées à tort, le refus d'autoriser ces tests dans l'affaire Wood a soulevé des questions sur l'engagement du système à garantir que seuls les coupables soient exécutés.
L'exécution de Wood était initialement prévue pour le 13 mars 2025, mais elle a été suspendue par une cour d'appel du Texas en raison des litiges en cours concernant les tests ADN. Cette suspension représente le dernier chapitre d'une saga judiciaire qui s'étend sur plusieurs décennies et qui a donné lieu à de nombreux appels, suspensions et procédures judiciaires. Malgré les controverses entourant son affaire, les tribunaux ont toujours confirmé la condamnation de Wood, estimant que les preuves présentées au procès étaient suffisantes pour justifier le verdict de culpabilité. Cependant, cette affaire continue de susciter un débat sur les normes de preuves requises pour la peine capitale et le rôle des tests ADN dans la garantie de la justice. Compte tenu du taux d'exécution élevé au Texas, avec 5 exécutions effectuées en 2024 et des recours largement épuisés de M. Wood, les experts juridiques suggèrent que son exécution sera probablement reportée à une date ultérieure en 2025. Jesse Hoffman Jr., Louisiane. L'affaire Jesse Hoffman Jr. marque un tournant décisif pour le système de peine capitale en Louisiane, puisqu'il s'agit de la première exécution dans cet État depuis 2010 et de l'adoption controversée de l'hypoxie à l'azote comme méthode d'exécution. Hoffman a été condamné pour l'enlèvement, le viol et le meurtre en 1998 de Mary Molly Elliott, une responsable publicitaire de 28 ans dans la paroisse de Saint Tammany. Le crime qui a conduit Hoffman dans le couloir de la mort a été commis alors qu'il n'avait que 18 ans, un fait qui est au cœur du débat actuel sur son cas. Hoffman a enlevé Elliott dans un parking, l'a agressé sexuellement, puis l'a abattu. La nature aléatoire du crime et sa violence ont choqué la communauté locale et ont conduit à une enquête intensive qui a finalement abouti à l'arrestation et à la condamnation de Hoffman. Condamné à mort en 1999, Hoffman a passé environ 26 ans dans le couloir de la mort, période pendant laquelle la Louisiane a observé un moratoire de facto sur les exécutions. Ce moratoire, qui a duré 15 ans, n'a pas été officiellement déclaré, mais résultait d'une combinaison de contestations judiciaires, de pénurie de médicaments et de considérations politiques qui ont effectivement mis fin à toutes les exécutions dans l'État. Il devait initialement être exécuté en mars 2025 par hypoxie à l'azote, ce qui aurait marqué la première exécution en Louisiane depuis 2010. Cependant, l'exécution a été reportée après que des contestations judiciaires ont été soulevées. La Cour suprême des États-Unis a refusé d'intervenir pour des raisons de liberté religieuse, mais d'autres questions juridiques ont entraîné des retards. La méthode d'exécution prévue pour Hoffman, l'hypoxie à l'azote, est elle-même devenue source de controverse. L'hypoxie à l'azote reste une méthode d'exécution controversée, ses détracteurs arguant qu'il s'agit d'une peine expérimentale et ses partisans affirmant qu'elle représente une alternative plus humaine à l'injection létale. L'adoption de cette méthode par la Louisiane la place au premier plan du débat national sur les méthodes d'exécution et leur constitutionnalité. La volonté de la Louisiane de reprendre les exécutions sous le gouverneur Jeff Landry suggère que l'exécution de Hoffman sera probablement reportée à plus tard, en 2025, faisant de son cas un indicateur de l'avenir de la peine capitale dans cet État. Son exécution mettrait fin à une pause de 15 ans en Louisiane et pourrait marquer le début d'une nouvelle ère d'exécution plus fréquente dans cet État. Aaron Gunches, Arizona. Condamné en 2002 pour le meurtre de Ted Price lors d'un vol à main armée dans le comté de Maricopa, Gunches est devenu un sujet central dans les débats sur la peine de mort et son application. Le crime a eu lieu en 2002 lorsque Gunch a tiré à plusieurs reprises sur Price dans une zone désertique lors d'un vol à main armée. Le lieu isolé du crime et la nature calculée de la violence ont démontré un niveau de préméditation qui, selon les procureurs, justifiait la peine capitale. Condamné à mort en 2004, Gunch a passé environ 21 ans dans le couloir de la mort. Ce qui rend le cas de Gunches particulièrement remarquable, c'est sa décision de renoncer à ses recours, se portant ainsi volontaire pour être exécuté. La renonciation de Gunch à ses recours augmente la probabilité de son exécution si les questions logistiques sont résolues. Cette décision, bien que légalement admissible, soulève des questions éthiques et juridiques complexes quant au rôle de l'État dans l'exécution des condamnés qui ne souhaitent plus contester leur peine. Son désir de renoncer à ses recours a accéléré le processus d'exécution, distinguant son cas du processus d'appel typique qui dure plus de 10 ans et caractérise la plupart des affaires de peine de mort. Cette accélération a attiré une attention accrue sur les procédures d'exécution de l'Arizona et leur capacité à appliquer les condamnations à mort. Cependant, le cheminement de Gunch vers l'exécution a été compliqué par les difficultés rencontrées par l'Arizona dans la mise en œuvre de la peine capitale. Son exécution était prévue pour début 2025, mais elle a été retardée par le moratoire de l'Arizona et des problèmes liés aux substances utilisées pour l'injection létale. Ces retards mettent en évidence les défis pratiques auxquels les États sont confrontés pour maintenir les systèmes de peine de mort, qu'il s'agisse de se procurer les substances appropriées
ou de garantir le respect des protocoles constitutionnels d'exécution. L'histoire de la peine de mort en Arizona fournit un contexte important pour le cas de Gunch. L'État a repris les exécutions en 2022 après une pause de 8 ans, marquant la fin d'une longue interruption due à des exécutions ratées et à des contestations judiciaires. Cette reprise a signalé le renouvellement de l'engagement de l'État à appliquer les condamnations à mort, mais elle a également mis en évidence les défis persistants liés à la mise en œuvre des exécutions. Pour Gunch, ces problèmes systémiques signifient que malgré sa volonté de procéder à son exécution, des facteurs externes continuent d'influencer le moment et la probabilité de l'exécution de sa peine de mort. Son cas montre comment les décisions individuelles de renoncer à faire appel peuvent être éclipsées par des défis institutionnels et juridiques plus larges auxquels sont confrontés les systèmes de peine de mort. Wendell Grissom, Texas. Parmi les cas dont l'exécution est prévue au Texas en 2025, celui de Wendell Grissom est un cas simple de meurtre passible de la peine capitale qui illustre bien l'efficacité du système de peine de mort de cet État. Reconnu coupable du meurtre passible de la peine capitale de Leola Leger, âgé de 75 ans, lors d'un cambriolage avec effraction dans le comté de Jefferson en 2005, le cas de Grissom a suivi le processus d'appel avec moins de complications que de nombreux autres cas passibles de la peine capitale. Le crime a été commis lorsque Grissom s'est introduit par effraction dans le domicile de Madame Leger, l'a poignardé à plusieurs reprises et a volé son véhicule. La nature violente du cambriolage, combinée à la vulnérabilité de la victime âgée, a créé les circonstances que la loi texane définit comme un meurtre aggravé passible de la peine capitale. L'affaire présentait des preuves évidentes de préméditation et de commission d'un meurtre au cours d'un autre crime, le cambriolage, qui, selon la loi texane, peut entraîner la peine de mort. Condamné à mort en 2006, Grissom a passé environ 19 ans dans le couloir de la mort. Ce délai est relativement courant pour les affaires de peine capitale au Texas, qui passent généralement plus rapidement par la procédure d'appel que dans de nombreux autres États en raison de la simplification des procédures judiciaires et de l'expérience des tribunaux en matière d'affaires capitales. L'exécution de Grissom est actuellement prévue pour mars 2025, et son affaire semble progresser vers cette date sans obstacle juridique majeur. L'affaire relève clairement de la loi texane sur les meurtres passibles de la peine capitale commis au cours d'un cambriolage, ce qui fournit au procureur une base juridique solide pour demander et obtenir la peine de mort. La nature simple de l'affaire Grissom contraste avec de nombreuses autres affaires passibles de la peine capitale qui impliquent des questions juridiques complexes, des questions relatives aux preuves ou des circonstances atténuantes qui compliquent la procédure judiciaire. Aucune contestation publique ou juridique significative n'a été signalée dans son affaire, ce qui suggère que ces recours ont été épuisés sans soulever de questions constitutionnelles ou probatoires substantielles. L'approche du Texas en matière de peine capitale permet de comprendre l'affaire Grissom. Le calendrier d'exécution cohérent de l'État, avec 5 exécutions prévues en 2024, démontre sa volonté de mettre en œuvre les condamnations à mort une fois la procédure d'appel terminée. Cette efficacité dans l'exécution des condamnations rend probable que l'exécution prévue de Grissom se déroule comme prévu, sauf imprévu de dernière minute. L'efficacité avec laquelle le Texas traite ses affaires reflète l'expérience institutionnelle de l'État en matière de peine capitale. Ayant procédé à plus d'exécutions que tout autre État depuis le rétablissement de la peine de mort en 1976, le Texas a mis au point des systèmes et des procédures qui permettent de résoudre relativement rapidement les affaires passibles de la peine capitale lorsqu'elles ne soulèvent pas de questions juridiques ou factuelles complexes. Pour Grissom, cela signifie que sa date d'exécution en mars 2025 représente l'aboutissement d'un processus judiciaire de près de 20 ans qui a débuté avec sa condamnation pour le meurtre brutal d'une femme âgée lors d'un cambriolage. Son cas montre comment le système de la peine de mort fonctionne lorsqu'il est appliqué comme prévu, en infligeant la peine ultime pour les crimes les plus odieux, tout en permettant des recours étendus afin de garantir l'intégrité du processus. Edward Thomas James, Texas. Le cas d'Edward Thomas James est l'un des exemples les plus poignants de meurtres passibles de la peine capitale au Texas. Il s'agit du meurtre insensé d'un enfant lors d'un cambriolage qui a choqué la communauté de Houston et démontré l'étendue de la cruauté humaine. Reconnu coupable du meurtre passible de la peine capitale de T.J. Wallace, âgé de 8 ans, lors d'un cambriolage dans le comté de Harris en 1996, James a commis un crime si odieux qu'il illustre parfaitement pourquoi la peine de mort existe en tant que châtiment ultime de la société. Le crime a été commis lorsque James a tiré une balle dans la tête de l'enfant de 8 ans, alors qu'il cambriolait le domicile de la famille. La brutalité calculée du meurtre d'un enfant lors d'un crime contre la propriété a démontré un niveau de cruauté qui, selon les procureurs, justifiait la peine ultime. La jeune victime, qui aurait dû profiter de son enfance, est devenue la victime d'un crime qui défie l'entendement et l'humanité. Condamné à mort en 1997,
James a passé environ 28 ans dans le couloir de la mort, ce qui fait de son cas l'un des plus longs dans l'histoire du Texas. James devait être exécuté en mars 2025, près de 3 décennies après avoir ôté la vie au jeune T.J. Wallace. Le lieu du crime, le comté de Harris, fournit un contexte supplémentaire pour comprendre le déroulement de l'affaire dans le système judiciaire. Le comté de Harris a toujours été en tête du classement national en matière de condamnation à mort, ce qui reflète à la fois la taille du comté et l'approche agressive de ses procureurs qui réclament la peine capitale dans les affaires appropriées. La grande expérience du comté en matière d'affaires capitales signifie que les poursuites contre James ont été menées par des avocats connaissant bien les procédures et les exigences relatives à la peine de mort. Cette affaire reflète également l'horreur particulière que représentent les meurtres d'enfants dans le système de la peine capitale. Si tous les meurtres sont tragiques, le meurtre d'enfants revêt une importance particulière car il représente une attaque contre les membres les plus vulnérables de la société et son avenir. Les tribunaux et les jurys considèrent souvent que les crimes contre les enfants méritent la peine la plus sévère possible, à la fois pour punir et dissuader. L'impact psychologique de tels crimes s'étend bien au-delà des victimes directes pour toucher les familles, les communautés et la société dans son ensemble. Le meurtre de T.J. Wallace, âgé de 8 ans, n'a pas seulement représenté la perte d'une jeune vie, mais aussi la destruction de l'avenir d'une famille et du sentiment de sécurité d'une communauté. Moisés Sandoval Mendoza, Texas. Dans le cadre de l'examen continu des affaires de condamnation à mort au Texas, prévu pour 2025, Moisés Sandoval Mendoza représente un autre exemple de l'approche systématique de l'État en matière de peine capitale pour les crimes combinant meurtre et autres crimes graves. Il a été condamné pour le meurtre de Rachel Galindo en 1998 lors d'un cambriolage dans le comté de Nueces. Le crime a été commis lorsque Mendoza a abattu Rachel Galindo, une mère de famille, alors qu'il volait des biens dans sa maison. Le fait que Galindo était mère de famille a ajouté une dimension tragique supplémentaire au crime, car sa mort a affecté non seulement sa propre vie, mais aussi celle de ses enfants et des membres de sa famille qui dépendaient d'elle. Condamné à mort en 1999, Mendoza a passé environ 26 ans dans le couloir de la mort. Ce délai correspond à la durée habituelle des procédures dans les affaires passibles de la peine capitale au Texas, où le processus d'appel prend généralement 2 à 3 décennies. Cette durée reflète les multiples niveaux de révision auxquels sont soumises les affaires passibles de la peine de mort, depuis les appels directs jusqu'aux procédures postérieures à la condamnation. L'exécution de Mendoza était prévue pour mars 2025, ce qui indique que ses recours ont été largement épuisés et que le système judiciaire a déterminé que sa condamnation et sa peine devaient être maintenues. La nature simple de l'affaire Mendoza, sans contestation juridique majeure, suggère que les preuves à son encontre étaient substantielles et que son procès s'est déroulé sans violation constitutionnelle ou procédurale significative. Le système de peine de mort active du Texas garantit que des affaires comme celle de Mendoza aboutiront probablement à une exécution si les recours sont épuisés. L'engagement institutionnel de l'État à appliquer les condamnations à mort, combiné à son expérience dans le traitement des affaires capitales, signifie que les exécutions prévues ont généralement lieu, sauf si des développements juridiques de dernière minute interviennent. L'affaire Mendoza représente le type de comportement criminel auquel la peine capitale est destinée à répondre. La décision calculée de prendre une vie lors de la commission d'un autre crime. La combinaison de la préméditation dans la planification du cambriolage et de la volonté de tuer pour atteindre des objectifs criminels démontre un niveau d'intention criminelle que la société a déterminé comme méritant la peine ultime. Le meurtre de Rachel Galindo a représenté non seulement la perte de sa vie, mais aussi la destruction de sa structure familiale et le traumatisme de ses proches. Gerald Pizzuto, Idaho. Le cas de Gerald Pizzuto représente l'un des exemples les plus extraordinaires de longévité dans le couloir de la mort de l'histoire américaine, s'étendant sur près de 4 décennies et soulevant de profondes questions sur la peine de mort, le vieillissement et le concept de justice différée. Condamné pour les meurtres de Bertha et d'Elbert Herndon, commis en 1985 lors d'un cambriolage dans le comté d'Idaho, Pizzuto est devenu un symbole des complexités et des contradictions inhérentes au système de la peine capitale. Le crime a été commis lorsque Pizzuto a frappé à mort le couple de personnes âgées à coups de marteau dans leur cabane. Un acte brutal qui a choqué la communauté rurale de l'Idaho et démontré un niveau de violence qui, selon les procureurs, justifiait la peine capitale. Les victimes, Bertha et d'Elbert Herndon, étaient des personnes âgées vulnérables qui auraient dû être en sécurité dans leur propre maison, ce qui rend leur meurtre particulièrement odieux et tragique. Condamné à mort en 1986, Pizzuto a passé environ 39 ans dans le couloir de la mort, ce qui fait de lui l'un des condamnés à mort ayant passé le plus de temps dans le couloir de la mort aux États-Unis. Cette durée exceptionnelle soulève des questions fondamentales sur l'objectif et l'efficacité de la peine capitale.
en particulier lorsque les retards s'étendent sur plusieurs décennies après le crime et la condamnation initiaux. Son exécution a été suspendue en mars 2023 en raison de contestations constitutionnelles, reflétant les batailles juridiques en cours concernant son aptitude à être exécuté et la constitutionnalité de l'exécution d'une peine de mort après une période aussi longue. Ces contestations ont porté sur ce que les experts juridiques appellent le phénomène du couloir de la mort, c'est-à-dire les effets psychologiques et physiques de passer des décennies sous le coup d'une condamnation à mort. Cette affaire soulève des questions relatives au phénomène du couloir de la mort, un concept juridique qui consiste à se demander si le fait de passer de longues périodes dans le couloir de la mort constitue une peine cruelle et inhabituelle, en violation du 8e amendement. Les organisations internationales de défense des droits humains ont fait valoir que la torture psychologique que représente le fait de vivre sous le coup d'une condamnation à mort pendant des décennies peut en soi constituer une violation des protections constitutionnelles, quel que soit le crime initial. Le système de peine de mort de l'Idaho fournit un contexte important pour comprendre la situation de M. Pizzuto. L'Idaho dispose d'un petit couloir de la mort qui ne compte que 8 détenus et l'État procède rarement à des exécutions. Cette rareté signifie que lorsque des exécutions sont programmées, elles font souvent l'objet d'une attention et d'un examen minutieux, en particulier dans des cas comme celui de M. Pizzuto, où le condamné a passé des décennies à attendre son exécution. Malgré les contestations constitutionnelles, l'Idaho a une demande d'exécution en attente pour M. Pizzuto, ce qui suggère que son exécution reste possible en 2025. La détermination de l'État à poursuivre, malgré les longs retards et les contestations judiciaires, reflète la tension permanente entre le caractère définitif des condamnations à mort et les réalités pratiques de l'application de la peine capitale. La durée extraordinaire du séjour de Pizzuto dans le couloir de la mort l'a transformé d'un meurtrier condamné âgé de 31 ans en un homme de 70 ans, dont l'état physique et mental a inévitablement changé de manière spectaculaire au cours de près de 4 décennies. Cette transformation soulève des questions quant à savoir si la personne dont l'exécution est prévue ressemble suffisamment à celle qui a commis le crime initial pour justifier l'exécution de la peine. L'impact d'un séjour aussi long dans le couloir de la mort dépasse le cadre des condamnés et touche également les familles des victimes, qui peuvent passer des décennies à chercher une conclusion qui ne vient jamais. Dans le cas de Pizzuto, les membres de la famille de Bertha et d'Albert Herndon ont vécu en sachant que le meurtrier de leurs proches était toujours en vie dans le couloir de la mort depuis près de 40 ans, une situation que beaucoup trouvent profondément troublante et injuste. Aubrey Trail, Nebraska. Reconnue coupable du meurtre de Sidney Loof, une femme de 24 ans, commis en 2017 dans le comté de Saline, le cas de Trail est devenu synonyme de violence prédatrice et des aspects les plus sombres du comportement humain. Le crime impliquait Trail étranglant Loof, démembrant son corps et se débarrassant de ses restes, des actions qui démontraient un niveau de préméditation et d'insensibilité qui ont choqué les enquêteurs et la communauté. Sidney Loof était une jeune femme qui avait toute sa vie devant elle, travaillant et vivant de manière indépendante lorsqu'elle est devenue la victime d'un crime qui illustrait la violence prédatrice à son pire. L'affaire a attiré l'attention nationale non seulement en raison de sa brutalité, mais aussi en raison des circonstances entourant la disparition de Loof et l'enquête qui a suivi. L'utilisation d'applications de rencontres pour le premier contact entre Trail et Loof a mis en évidence les dangers modernes de l'ère numérique et a sensibilisé le public aux risques auxquels sont confrontés les jeunes, en particulier les femmes, lorsqu'ils rencontrent des inconnus via des plateformes en ligne. Condamné à mort en juin 2021, Trail a passé environ 4 ans dans le couloir de la mort, ce qui rend son cas inhabituel dans le calendrier typique de la peine capitale. La plupart des condamnés à mort passent pour des décennies à faire appel de leur condamnation, mais Trail a adopté une approche différente qui a accéléré son chemin vers l'exécution. Trail a demandé sa propre exécution en août 2023, se portant volontaire pour la peine de mort et renonçant à ses appels. Cette décision, bien que légalement admissible, soulève des questions complexes sur le rôle de l'État dans l'exécution des condamnés qui demandent activement la mort et sur les motivations psychologiques qui sous-tendent de telles demandes. La nature très médiatisée de l'affaire Trail a augmenté la probabilité de son exécution, en particulier compte tenu de sa propre demande d'exécution. Son affaire représente l'un des crimes les plus notoires de l'histoire récente du Nebraska, et l'attention publique qu'elle a suscitée a créé une pression sur le système judiciaire pour qu'il réagisse de manière décisive. Cependant, le chemin vers l'exécution de Trail se heurte à des obstacles pratiques qui échappent à son contrôle. La dernière exécution dans le Nebraska remonte à 2018 et l'État continue de faire face à des pénuries de médicaments qui compliquent les procédures d'exécution.
Ces difficultés logistiques signifient que même les accusés qui souhaitent être exécutés peuvent subir des retards en raison de l'incapacité de l'État à se procurer les médicaments appropriés ou à respecter les protocoles d'exécution constitutionnels. Une demande d'exécution est en cours pour Trail, et l'exécution est possible si les médicaments sont obtenus, ce qui suggère que le Nebraska s'efforce activement de surmonter les obstacles pratiques qui ont empêché les récentes exécutions. Les efforts de l'État pour reprendre les exécutions, combinés à la volonté de Trail de poursuivre la procédure, créent des circonstances qui rendront son exécution probable si les problèmes logistiques peuvent être résolus. Le co-accusé de Trail dans cette affaire, Bailey Boswell, a également été condamné à la prison à vie, ce qui souligne la nature collaborative du crime et les multiples niveaux de responsabilité pénale en jeu. Cette affaire a montré comment des partenariats criminels peuvent dégénérer en violence extrême et comment plusieurs personnes peuvent être impliquées dans la planification et l'exécution de crimes horribles. L'impact du meurtre de Loof s'est étendu bien au-delà de sa famille immédiate pour toucher l'ensemble de la communauté et de l'État, qui ont été confrontés à la perte insensée d'une jeune femme et à la prise de conscience que de telles violences prédatrices pouvaient se produire n'importe où. L'affaire est devenue un point de ralliement pour les discussions sur la violence à l'égard des femmes et la nécessité de renforcer les protections et la sensibilisation. Alors que le Nebraska s'efforce de résoudre les problèmes pratiques auxquels est confronté son système de peine de mort, l'affaire Trail représente un test de l'engagement de l'État envers la peine capitale et de sa capacité à procéder à des exécutions lorsque les accusés ne contestent pas leur condamnation. Son exécution marquerait un moment important pour le système de peine de mort du Nebraska et démontrerait la capacité de l'État à appliquer la peine ultime pour les crimes les plus odieux. Robert Leslie Roberson III, Texas. L'affaire Robert Leslie Roberson III est l'une des affaires de peine capitale les plus controversées et les plus complexes sur le plan scientifique de l'histoire moderne du Texas. Elle soulève des questions relatives aux preuves médicales, à la compréhension scientifique et à la possibilité d'exécuter un innocent. Reconnu coupable du meurtre avec circonstances aggravantes de sa fille de 2 ans, Nikki Curtis, dans le comté d'Anderson en 2002, l'affaire Roberson est devenue un sujet central dans les débats sur le syndrome du bébé secoué et l'évolution des connaissances médicales. Roberson a été accusé d'avoir secoué et battu sa fille, lui causant des blessures mortelles, sur la base de preuves médicales qui, selon les procureurs, démontraient clairement des signes de traumatisme crânien dus à des mauvais traitements. L'affaire s'appuyait largement sur ce qui était alors considéré comme des connaissances médicales établies concernant le diagnostic du syndrome du bébé secoué, une affection que les professionnels de la santé pensaient pouvoir identifier grâce à des schémas spécifiques de lésions cérébrales. Condamné à mort en 2003, Roberson a passé environ 22 ans dans le couloir de la mort. Pendant cette période, des avancées significatives dans le domaine de la médecine et de la médecine légale ont soulevé de sérieuses questions quant aux preuves utilisées pour le condamner et à la fiabilité des diagnostics du syndrome du bébé secoué. L'exécution de Roberson était initialement prévue pour le 17 octobre 2024, mais elle a été suspendue par la Cour suprême du Texas après qu'une assignation législative a été émise. Cette intervention sans précédent des législateurs reflétait les préoccupations croissantes concernant le fondement scientifique de sa condamnation et la possibilité que le Texas exécute un innocent. Cette affaire a donné lieu à de solides arguments en faveur de l'innocence, soutenus par des experts médicaux qui remettent en question la validité des diagnostics de syndrome du bébé secoué. Les connaissances médicales modernes ont considérablement évolué depuis la condamnation de Roberson, et de nombreux experts affirment aujourd'hui que les symptômes autrefois attribués exclusivement à des secousses violentes peuvent résulter de diverses conditions médicales, notamment des processus pathologiques naturels, des complications liées à un traitement médical ou d'autres causes non abusives. La controverse scientifique entourant l'affaire Roberson reflète des changements plus larges dans la médecine légale et la compréhension des traumatismes crâniens chez les enfants. Ce qui était autrefois considéré comme une preuve irréfutable de maltraitance infantile est désormais considéré par de nombreux professionnels de la santé comme beaucoup plus complexe et ambigu, nécessitant la prise en compte de multiples causes potentielles et des approches diagnostiques plus sophistiquées. Cette affaire a pris une grande ampleur, attirant l'attention des professionnels de la santé, des experts juridiques et des groupes de défense qui affirment que les progrès de la connaissance médicale depuis sa condamnation démontrent le caractère peu fiable des preuves utilisées contre lui. L'implication de la législature du Texas dans la tentative d'empêcher son exécution reflète la nature inhabituelle de l'affaire et les graves préoccupations qu'elle a soulevées. L'intervention législative dans l'affaire Roberson était sans précédent dans l'histoire de la peine de mort au Texas, les législateurs ayant émis une assignation à comparaître pour empêcher son exécution et permettre un examen plus approfondi des preuves. Cette action a démontré les circonstances extraordinaires entourant l'affaire et la préoccupation bipartisane quant à la possibilité d'exécuter une personne sur la base
de ce que beaucoup considèrent aujourd'hui comme des preuves médicales obsolètes ou incorrectes. Les circonstances personnelles de l'affaire Robertson ajoutent à la complexité des questions juridiques et scientifiques. En tant que père ayant perdu sa fille et ensuite condamné pour son meurtre, Robertson a passé près de 2 décennies en prison pour un crime dont de nombreux experts pensent aujourd'hui qu'il n'a peut-être jamais eu lieu. Cette dimension humaine de l'affaire a contribué à l'attention et à l'intérêt qu'elle a suscité auprès du public. Compte tenu du rythme des exécutions au Texas, l'exécution de Robertson reste probable en 2025 si ces recours sont finalement rejetés, malgré les préoccupations scientifiques et l'intervention législative. L'engagement institutionnel de l'État à appliquer les condamnations à mort signifie que les dates d'exécution sont généralement reportées plutôt qu'annulées définitivement en cas de retard. Cette affaire illustre parfaitement comment les progrès scientifiques peuvent remettre en cause les fondements des condamnations pénales et soulever des questions fondamentales sur la fiabilité des preuves utilisées dans les affaires où la peine capitale est encourue. Qu'il soit considéré comme une justice tardive pour un meurtrier d'enfants ou comme l'exécution potentielle d'un père innocent, le cas de Robertson incarne les préoccupations les plus graves concernant l'intersection entre l'évolution de la science et les jugements juridiques immuables. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez regarder une autre vidéo fascinante comme celle-ci, cliquez dès maintenant sur l'une des cases de votre écran.